pour une nouvelle discussion et aujourd'hui on va parler d'astrologie et je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. On avait parlé avec lui à l'époque de tarot, du tarot de Marseille en l'occurrence, et là on le retrouve pour parler d'astrologie. Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va bien? Oui, bien, et toi? Oui, Très bien. Donc, l'autre facette de ton travail, c'est l'astrologie. On l'avait évoqué déjà la dernière fois qu'on avait eu une discussion. Et on exact. s'était dit qu'on allait peut-être se redonner un rendez-vous. Du coup, nous revoilà. Oui, parce que je crois effectivement que c'est un outil qui mérite d'être découvert, redécouvert, parce qu'évidemment, tout le monde connaît l'astrologie, là. Il y a un horoscope dans tous les magazines, dans les journaux et tout, mais de redécouvrir cet outil peut-être pour ce qu'il est vraiment, au-delà de l'horoscope des 12 signes qu'on retrouve dans les journaux, que veut vraiment ou que peut vraiment apporter l'astrologie. C'est un outil qui peut être assez fantastique. Et alors du coup, parce que alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Sébastien, je vous invite à aller voir la première vidéo sur le tarot parce qu'il a expliqué son parcours en long, en large et en travers. Donc, on va peut-être pas revenir dessus une deuxième fois. Mais quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser justement à la partie astrologie est-ce que c'est venu en même temps que le tarot? Est-ce que c'est venu après? Comment ça s'est passé? C'est venu quand même beaucoup plus tard, hein. On en avait parlé la dernière fois. J'ai commencé le tarot très jeune. Par contre, l'astrologie, c'est arrivé, je dirais, en deux phases. La première fois, j'ai tout simplement eu une blessure à un certain moment à une cheville et j'ai été cloué au lit pendant plusieurs semaines. Et comme je pensais que j'allais devenir fou à être cloué au lit, je me suis dit que je devais apprendre quelque chose et pourquoi pas l'astrologie. Je connaissais déjà bien le tarot. Alors, l'autre art divinatoire qui m'est venu en tête, c'est l'astrologie. Puis je me suis dit, tiens, je vais l'apprendre. Et quand j'ai appris l'astrologie cette fois-là, ben, j'ai appris l'astrologie très classique. C'est l'astrologie un peu que tout le monde connaît, c'est-à-dire celle qui nous décrit, celle qui fait qu'un astrologue calcule notre carte du ciel et nous dit, ben, tu es impatient ou tu veux faire une grande carrière ou bon, peu importe, l'astrologie qu'on dirait très descriptive. Et j'avais trouvé ça agréable comme outil de compréhension, mais j'avoue que je ne l'avais pas vraiment creusé. Je m'étais dit, je l'ai appris, j'ai récupéré ma cheville éventuellement, alors j'ai laissé l'astrologie un peu de côté. Et 2 ou 3 ans plus tard, quelqu'un m'a fait un cadeau. Il m'a offert un livre qui s'appelle Le ciel intérieur, écrit par Stephen Forrest et qui était disponible à l'époque aux éditions du Rocher. Et ce livre-là donne une vision complètement différente de l'astrologie descriptive. C'était complètement autre chose. Et j'avoue que là, quand j'ai lu le livre de Stephen Forrest, j'ai vraiment été piqué dans ma curiosité et ça a éveillé quelque chose de très fort en moi. Et là, je suis revenu à l'astrologie et je l'ai réétudié sous cet angle-là et carrément que je l'ai intégré dans ma vie et dans mon travail puisque je l'enseigne et que je la pratique en consultation. Très bien. Et du coup, pour toi, concrètement, l'astrologie peut servir à quoi? Ben, je pense que quand on l'apprend justement dans un autre angle, moi je l'ai appelé astrologie de coaching, je faisais déjà du tarot de coaching, on s'en est parlé la dernière fois, alors ça me semblait être dans la même veine, mais l'idée étant qu'on peut prendre à la base la carte du ciel pour décrire quelqu'un, et c'est vrai, ça fonctionne relativement bien, mais je me suis rendu compte en lisant le livre de Stephen Forrest qu'on pouvait aussi prendre notre carte du ciel pour nous dire euh, qu'est-ce qu'on devrait faire de notre vie pour être heureux et pour avoir du succès. Un peu comme si, à la base, l'âme s'incarnait sur Terre avec un mode d'emploi, avec une notice, un manuel. Et ce manuel-là, c'est notre carte du ciel. Et on y trouve, au fond, des indications et des conseils pour pouvoir être heureux et pour que les choses puissent bien fonctionner dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit spirituelle, sentimentale ou professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour être heureux dans la vie? Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment trouvé que c'était fantastique de dire, OK, ma carte du ciel m'indique qu'est-ce que je dois être. Plutôt que de me dire qui je suis, elle me dit ce que je suis appelé à devenir. Et elle m'encourage à aller dans cette direction-là. Mmh. Ça me rappelle beaucoup, j'avais fait une discussion aussi autour de l'astrologie et notamment du thème astral avec Fouad
Vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur ma chaîne, petit passage. Et il disait que on avait un thème de naissance et qu'on était là pour sublimer en fait notre potentiel. Lui, il avait présenté ça comme ça. Donc ça rejoint beaucoup ce que tu dis finalement. On est là pour, quelque part, si je comprends bien, expérimenter des choses et aller vers quelque chose de peut-être un but de vie ou ce qu'on appelle le chemin de vie, quoi, en fait, finalement. Exact. Je crois que ça nous éclaire, que ça nous dit, ben, ça nous confirme des fois des choses, mais peut-être que même souvent, ça nous en révèle. Quand ça nous confirme, tant mieux, parce que le fait d'avoir une confirmation, ça me dit, je suis déjà sur la bonne route, donc ça m'encourage à la maintenir. Mais à certains endroits, ça pourrait dire, je ne suis pas déjà sur la bonne route et du coup, je devrais essayer d'y accéder à cette route-là. Mm. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup quand on parle horoscope, entre guillemets, on parle beaucoup de notre signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire, mais en fait, en fin de compte, si on voudrait vraiment avoir des réponses par rapport à tout ça, il faudrait toujours avoir notre carte du ciel sous les yeux, quoi. C'est certain que la carte du ciel complète, elle est beaucoup plus que le soleil. Je ne sais pas si tout le monde à la maison qui sont en train d'écouter l'entrevue s'en rendent compte, mais quand on parle de notre signe de naissance, en fait, on parle de la position du soleil au moment où on est né. Parce que si je dis que je suis Verseau, ça veut dire que dans le ciel, au moment de ma naissance, le soleil traversait le signe du Verseau versus quelqu'un qui serait Taureau, et le soleil traversait le signe du Taureau au moment de la naissance. Sauf que ce soleil-là, ce signe-là natal, il est évidemment un morceau de la carte du ciel. C'est un morceau important. On peut pas le nier, on peut pas le mettre de côté, mais c'est quand même un seul morceau. Et il y a aussi notre Lune, mais il y a aussi Mercure, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Neptune, il y a Pluton, etc. Donc, c'est certain que quand on regarde que le soleil, que le signe de naissance, c'est un peu comme si on essayait de décrire une personne, de conseiller une personne avec 1/12 de sa personnalité. Alors que il y a d'autres morceaux qui vont venir s'ajouter et nuancer. Malgré qu'on peut très, très bien obtenir d'excellents conseils avec ce que j'appellerais la triade. Et la triade, ce sont les 3 morceaux les plus importants d'une carte du ciel et qui sont le soleil, la lune et l'ascendant. Si on a le soleil, la lune et l'ascendant, on a quand même une sacrée bonne idée de ce qu'on doit faire et de qui on est dans la vie. Mais c'est clair que d'ajouter Mercure et Jupiter et les autres va aussi apporter plus de lumière et plus d'éclairage. Du coup, tu vas, avec un logiciel, nous expliquer, nous montrer des exemples, en fait. Donc, je te laisse, je te suis et embarquons-nous dans les quelques exemples que tu as choisis. En fait, les exemples que j'ai choisis, ce sont des exemples. J'ai essayé de choisir des exemples que tout le monde connaît. Même à la limite, si on ne les apprécie pas ou que peut-être on n'a même pas été en contact directement avec leur œuvre. Par exemple, à l'écran actuellement, j'ai la carte du ciel d'Agatha Christie. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a déjà lu un roman d'Agatha Christie, mais à peu près tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a écrit des romans dans lesquels il y a un meurtrier et puis on essaie de trouver qui est le meurtrier à la fin, etc. Alors, j'ai essayé vraiment d'aller chercher des exemples qui étaient quand même assez universels dans la culture populaire. Et mon but, c'est de montrer un peu comment fonctionne l'astrologie. Premièrement, sur un plan un peu technique, ce qu'on voit à l'écran, c'est une carte du ciel. Et au fond, une carte du ciel, ça peut sembler compliqué. La première fois qu'on en voit une, ça peut sembler un peu indéchiffrable. Mais ce que ça consiste, c'est tout simplement la position des planètes dans le ciel au moment de la naissance d'une personne. Alors, il faut voir qu'en plein centre ici du cercle se trouverait la Terre. Et au moment où Agatha Christie, elle est née, eh bien, il y avait différentes planètes dans le ciel. Certaines planètes étaient au-dessus d'elle et d'autres planètes étaient en dessous de la Terre et elles n'étaient pas visibles, mais la carte du ciel fait le répertoire 360 degrés autour de la Terre, d'où se trouvaient ces planètes-là. Et pour aujourd'hui, étant donné qu'on fait une introduction à l'astrologie, ce que j'ai demandé à mon logiciel, c'est de mettre uniquement les 2 astres que sont le Soleil, qu'on voit ici, qui est une espèce de cercle avec un tout petit point au centre, et la Lune, qui est un symbole qu'on connaît quand même déjà bien, le croissant de Lune. Et c'est ce qui fait que ça va nous permettre de regarder la position de la Lune, la position du Soleil et également l'ascendant qui se trouve toujours à gauche, comme ça, d'une carte du ciel. C'est l'espèce de ligne rouge qui traverse parce qu'en fait, l'ascendant, c'est l'horizon. Vous savez, si au moment où vous naissez, si quelqu'un avait pu monter sur le toit de l'hôpital avec des jumelles, des longues vues et qu'il avait regardé à l'horizon,
bien, il aurait vu que dans le ciel se levait un signe. Et le signe qui se levait à l'horizon est au moment de la naissance, eh bien, c'est l'ascendant. Alors, c'est pour ça que c'est tout simplement une ligne, l'ascendant, parce que c'est la ligne de l'horizon. Okay. Alors ici, dans le cas d'Agatha Christie, on a donc le soleil qui est face au signe de la Vierge, ce qui veut dire que Agatha Christie est vierge, son soleil était en Vierge, et il se trouve aussi dans une position du ciel qui est la position numéro 12, parce que l'astrologie va subdiviser le ciel en 12 portions, et ces 12 portions-là vont s'appeler maisons. Et il y aura donc la maison 1, la maison 2, et ainsi de suite, jusqu'à la maison 12 qui vient fermer l'horizon. Et la position d'une planète, elle est donc influencée à la fois par le signe où elle se trouve et par la maison dans laquelle elle se trouve au moment de la naissance. Alors ici, le soleil d'Agatha Christie, l'astre du soleil, il est influencé par le signe de la Vierge, mais il est aussi influencé par la maison 12, puisqu'il se trouve à la fois dans le signe de la Vierge et de la maison 12. Alors, c'est ça, grosso modo, le langage technique de l'astrologie. Au début, évidemment, il faut se familiariser, mais après coup, ça devient très, très simple parce que c'est la même chose pour chaque planète. Chaque planète est dans un signe et chaque planète est dans une maison, et c'est tout simplement ce qu'on va interpréter en astrologie. Alors, ce que je trouvais intéressant avec l'exemple d'Agatha Christie, c'est que on parle d'une romancière, de quelqu'un qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est une romancière qui a été extrêmement prolifique durant sa carrière. Elle a écrit en moyenne au moins un livre par année, ce qui est quand même beaucoup. Et la Vierge, c'est un signe qui est associé premièrement à l'écriture, parce que la Vierge est associée à tout ce qui est la communication et les outils de la communication et la façon de les perfectionner. Alors, un des grands thèmes de la Vierge, c'est l'écriture, et ça arrivera très fréquemment qu'on va trouver des thèmes de romanciers et d'écrivains qui sont dans le signe de la Vierge, parce que le soleil, au fond, c'est l'identité, et dans le signe de la Vierge, ben, l'identité d'Agatha Christie, elle passe par l'écriture, elle passe par sa communication. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce soleil-là qui est en Vierge se trouve aussi en même temps en maison 12. Et la maison 12, c'est une maison qui est associée au monde intérieur, à l'imaginaire, au fantasme même des fois, et à ce qui va habiter une personne et qui lui permet au fond d'aller naviguer dans des zones qui sont extrêmement introspectives. Alors évidemment que ça fait du sens pour un écrivain d'avoir un soleil en Vierge et en maison 12 parce qu'il y a à la fois le côté communicatif et écriture de la Vierge, mais il y a aussi tout le côté imaginaire de la maison 12. Et l'imaginaire de la maison 12, c'est souvent un imaginaire aussi qui est peuplé de choses un peu plus négatives ou un peu plus dangereuses. Et Agatha Christie s'est fait la reine du crime. C'était son surnom en termes de romancière, c'était la reine du crime. Alors évidemment que le crime et la maison 12 peuvent bien aller ensemble. Vous avez quelqu'un qui communique au travers de son écriture et qui communique au travers de son écriture son monde intérieur, incluant ses peurs et ses angoisses qu'elle traduit au travers de ses personnages et de ses intrigues. Et vous avez là un exemple, au fond, de l'astrologie que j'appellerais descriptive, c'est-à-dire qu'on est parti du soleil en Vierge et en maison 12, tout simplement pour décrire un peu la personnalité ou la vie d'Agatha Christie, à tout le moins sur un plan professionnel. Mmh. Oui, la reine du crime a frappé. Oui. D'autre part, si on tombe dans un aspect de coaching, ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on va recevoir Agatha Christie en consultation, imaginons qu'on reçoive une jeune Agatha Christie autour de ses 20 ans et qu'on l'ait en consultation. Et bon, on se reporte, hein, Agatha Christie, évidemment, c'est une femme qui est née, elle est née en 1890. On peut dire quand même que c'est quelqu'un qui a habité une autre époque complètement différente de la nôtre, une époque, entre autres, où les femmes avaient rarement un métier. Une époque où les femmes étaient rarement romancières et encore plus rarement romancières de crimes. À la limite, il y avait quelques femmes qui écrivaient de la romance, mais sur un plan criminel, avec de la violence et des meurtres, c'était très, très rare. Alors, on peut supposer que lorsqu'Agatha Christie vient rencontrer un astrologue de coaching à 20 ans, elle a probablement le goût de l'écriture. Puisque son soleil est en Vierge et en maison 12, elle a le goût de raconter au travers de l'écriture les peurs et les angoisses qui l'habitent. Et il est fort probable que le climat social et politique dans lequel elle habite
la freine plus que l'aide dans son idée. C'est là où un astrologue de coaching va aller au-delà de la description et va conseiller à Agatha Christie de devenir romancière. Agatha Christie aurait pu, par exemple, dire « Je suis actuellement secrétaire ». Et ça aurait pu être logique avec un soleil en vierge, elle aurait utilisé l'écriture malgré tout au quotidien. Mais l'astrologue de coaching lui aurait dit, c'est bien madame, vous êtes secrétaire avec votre soleil en vierge, ça concorde, mais il manque le morceau de la maison 12. La maison 12, c'est l'imaginaire. Et lorsque vous jouez votre rôle de secrétaire, vous ne jouez pas complètement votre carte du ciel. Vous en jouez seulement 2 morceaux sur 3. Et il faut aller ajouter la maison 12. Et probablement qu'Agatha Christie aurait dit, oui, tout à fait, mais est-ce que c'est vraiment possible? Je sais que j'aimerais écrire des romans, mais est-ce que c'est possible? Et c'est là où le rôle de l'astrologue de coaching, c'est de lui confirmer qu'elle doit le faire, que c'est sa mission de vie, que c'est son chemin de vie et que si elle le suit, ben, elle va avoir du succès et les choses vont fonctionner. Mais si elle ne se fait pas confiance, malheureusement, sa carte du ciel risque de commencer à se vivre négativement. Et le côté négatif de la Vierge, c'est qu'on l'associe à une routine qui est ennuyante et à des tâches qui finissent presque par nous étouffer plutôt que de nous libérer et de nous passionner. Alors, une jeune Agatha Christie a le choix entre un rôle qui l'étouffe et qui l'enferme dans une routine qui est désagréable, ou elle a le choix de faire confiance malgré son époque, de faire confiance à sa capacité d'écrire des romans policiers. Et si elle écoute l'astrologue de coaching, ou à tout le moins si elle écoute sa carte du ciel, ben on voit ce que ça donne. Dieu merci, Agatha Christie a écouté. Et aujourd'hui encore, je lisais récemment qu'elle est encore la romancière la plus lue au monde. C'est quand même étonnant de penser ça parce qu'elle est morte depuis longtemps. Ses livres ont été écrits il y a plusieurs décennies et pourtant, elle est encore celle qui vend le plus de romans à la fin de chaque année. Et du coup, si elle avait eu à la place de la maison 12 une autre maison, du coup, son destin aurait pu être complètement différent. Tout à fait. On aurait pu retrouver une autre maison que la 12 où, par exemple, j'imagine où tout ça aurait pu se retrouver, par exemple, dans la maison 2, la maison qui est une maison beaucoup plus professionnelle, une maison qui concerne l'argent, une maison qui concerne nos talents, de la façon dont on utilise nos talents pour gagner notre vie. Et peut-être que ce n'aurait pas été un côté nécessairement romancier ou imaginaire ou créatif, mais qu'on aurait trouvé une femme d'affaires. Peut-être qu'on lui aurait demandé encore une fois d'aller à l'envers de la société dans laquelle elle habitait et d'être la première femme d'affaires à posséder une entreprise en Angleterre ou quelque chose du style. Mais effectivement, si la maison change ou si le signe change, eh bien, la mission de vie va bouger. Ici, je ne veux pas en parler nécessairement longuement, en fait pas aussi longuement que le soleil, mais je veux juste montrer que le côté créatif, le côté artistique d'Agatha Christie, eh bien, il était très fort parce que non seulement on a ce soleil-là qui est en maison 12, mais si on remarque juste après, la Lune, elle se trouve dans le signe de la Balance et l'ascendant aussi se trouve dans le signe de la Balance parce que les 2 items sont au même endroit dans la carte du ciel. Et la Balance, c'est un des 2 ou 3 signes en astrologie qu'on associe très spontanément à un côté créatif, à un côté esthétique, à un côté artistique. Alors évidemment, il n'y avait pas que le soleil en maison 12 qui amenait Agatha Christie à explorer l'imaginaire, il y avait aussi son ascendant qui lui disait « joue un rôle ». Joue le rôle de l'artiste en quelque part, soit une artiste, et sa lune qui était en balance, qui lui disait qu'en quelque part son instinct et ses besoins et ses désirs les plus profonds, parce que c'est ce que représente la lune, nos désirs les plus profonds, eh bien ces désirs les plus profonds, c'était des désirs artistiques, c'était des désirs créatifs et c'était des désirs communicatifs. On a donc une carte du ciel qui portait énormément vers l'art, vers la créativité, vers la communication. Et encore une fois, Dieu merci, Agatha Christie a suivi sa carte du ciel et ne s'est pas laissée influencer par l'époque à laquelle elle habitait. Ouais. Mais du coup, si par exemple, on a une personne, par exemple, qui a son soleil dans une maison où on lui dit, bah voilà, ton chemin de vie, c'est d'aller vers ça, mais que, par exemple, son ascendant ou la lune, c'est complètement l'inverse. Du coup, est-ce que ça fait des conflits ou est-ce que c'est une adaptation à faire?
Parce que là, on Oui, voit qu'elle est très… en fait, tout est bien tombé, quoi, quelque part pour elle. oui, oui, on pourrait dire ça. Ou en fait, elle a bien écouté le message qui était fort dans sa carte du ciel. Mais tu as tout à fait raison, Candice. Il y a des cartes du ciel qui sont, je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser, mais qui vont tous dans la même direction, qui vont principalement dans la même direction. Et il y a des cartes du ciel. D'ailleurs, je révèle un scoop. À la fin de l'entrevue, on va regarder la tienne. Oui. Et je peux déjà te dire que dans ton cas, ta carte du ciel, elle va être à l'inverse d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'il y a certains morceaux qui partent dans une direction et d'autres morceaux qui partent dans une direction complètement différente. Et, Ouais. oui, bravo, vous avez pitché le bon numéro. Non? En fait, ce que ça nous dit, c'est que pour Agatha Christie, il y avait une seule voix. Au sens où, à l'intérieur d'elle-même, elle entendait une seule voix et la voix répétait toujours la même chose. Alors, c'est vrai que c'est très unidirectionnel. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a des cartes qui sont unidirectionnelles et ce n'est ni mieux ni moins bien au sens où c'est peut-être plus facile de trouver son chemin au départ parce qu'on entend toujours la même voix. Alors, évidemment, c'est quand même beaucoup plus clair. Par contre, pour quelqu'un comme Agatha Christie, ne pas suivre sa voix, ne pas suivre sa carte du ciel, lui laisse très, très peu d'autres voies ou d'autres chemins qui s'ouvrent devant elle. C'est comme il y en a un seul, et si elle ne le suit pas, elle est malheureuse. Et aussi, il y a un certain moment où est-ce que sa vie peut sembler unidimensionnelle parce qu'elle n'est qu'une chose, elle ne fait qu'une chose. Tandis que quelqu'un qui a une carte du ciel beaucoup plus répartie avec des directions différentes va souvent avoir l'impression d'un peu plus de confusion en début de vie parce que la personne se demande quand même qu'est-ce qu'elle doit faire et qui elle est exactement. Mais plus la personne avance dans la vie, plus elle se rend compte qu'il y a une beauté magnifique dans ça parce que c'est la richesse, c'est la capacité d'explorer une voie, puis d'en explorer une autre, et que quand il y a une voie qui se ferme, on est toujours capable d'en ouvrir une deuxième et d'avoir autant de plaisir. Dans le cas d'Agatha Christie, comme beaucoup d'artistes qui ne font qu'une seule chose toute leur carrière, il y a cette peur panique du jour où les albums ne se vendent plus, du jour où les romans ne se vendent plus, parce que le jour où il n'y a plus personne au spectacle et qu'on ne sait faire que ça, c'est très, très difficile de se réinventer. Alors, Agatha Christie, elle a été capable de maintenir le succès toute sa vie, mais quand on regarde les artistes populaires qui nous entourent, on sait très bien que la grande majorité des artistes populaires ont une décennie à eux. Et des fois même pas. Mais ils ont une décennie. C'est très difficile de passer au travers du cap des 10 ans, mais si vous avez une carte comme Agatha Christie, vous devez absolument passer au travers du cap des 10 ans parce que sinon, le reste de votre vie, vous allez être très malheureux. C'est pas de bol. Voilà. Je vous montre un autre écrivain pour voir un peu comment il y a des parallèles et en même temps des différences. On va aller chercher la carte du ciel de Stephen King. Alors, si on regarde la carte du ciel de Stephen King, vous ne serez pas étonné. Juste un instant, mon logiciel ne répond pas. Stephen King, je le lisais, je le dévorais quand j'étais adolescente. Alors, je suis très impatiente de voir sa carte du ciel pour voir quelle folie il a habité. Oui, absolument, parce que, bon, évidemment, encore une fois, j'ai choisi quelqu'un qui est quand même assez universel, Stephen King, même si on ne l'a pas lu, on sait grosso modo ce qu'il fait là. Alors, ce que je veux vous montrer, premièrement, le clin d'œil, c'est que le soleil de Stephen King, ben, si vous remarquez, il est encore exactement dans le même signe qu'Agatha Christie. Il est dans le signe de la Vierge. Il est à la fin du signe de la Vierge, mais il est quand même dans le signe de la Vierge. Alors, on a encore une fois une répétition, et je vous le dis, c'est fréquent. Beaucoup d'écrivains vont avoir des planètes ou des points importants dans le signe de la Vierge parce que c'est un signe qui est beaucoup associé à l'écriture. Et dans le cas de Stephen King, ce soleil-là ne se trouve pas en maison 12, mais il se trouve en maison 3. Et c'est encore peut-être même plus parlant, je dirais, qu'Agatha Christie, parce que si vous ouvrez un livre d'astrologie, vous allez voir que la maison 3, c'est la maison de l'écriture. C'est carrément là où se trouve le fait d'écrire. Alors, imaginez, vous avez maintenant un romancier pour lequel le soleil, l'astre principal, son identité la plus fondamentale, se trouve dans le signe de l'écriture avec la Vierge. Et dans la maison de l'écriture,
Et si vous connaissez un peu Stephen King, vous savez qu'il écrit mais des centaines et des centaines de pages, quelquefois même des milliers. Vous savez qu'il est très, très, très productif parce que ça lui est arrivé même d'écrire 2 romans par année. C'est énorme. Et ça correspond très, très bien à quelqu'un dont le soleil est à la fois dans le signe de l'écriture et dans la maison de l'écriture, parce que vous savez quoi? L'identité de Stephen King, elle réside dans l'écriture. Ça veut dire que s'il n'écrit pas, il n'existe pas. Encore une fois, on est dans un aspect descriptif. Et maintenant, comprenez l'idée du coaching. Si on se trouve avec quelqu'un dont l'identité réside dans pas. Voyez-vous comment c'est très, très important que Stephen King écrive et que Stephen King écrive quelque chose qui lui plaît. Parce que s'il fallait encore une fois que Stephen King décide de s'en aller vers la sténo, que Stephen King décide d'écrire je sais pas moi, des romans savons qu'il déteste ou qu'il décide d'écrire des articles de journaux qui ne lui plaisent pas, il y a une chose, il ne peut pas échapper à lui-même. Il vit par l'écriture. Et que l'écriture soit plaisante ou déplaisante, il va respirer 24 heures sur 24 l'écriture. Alors, ça devient... Vous avez ce don-là pour l'écriture, vous allez avoir tendance à vivre au travers de l'écriture. Faites en sorte de choisir une écriture qui vous plaise parce que vous n'avez pas le choix de l'écriture, mais vous avez le choix de l'écriture qui vous rend heureux ou de l'écriture qui vous rend malheureux. Oui, en fait, la différence avec Agatha Christie, c'est qu'Agatha Christie, à quelque part, elle se sert de ses faiblesses ou de ce qu'elle a à l'intérieur pour écrire. Et oui. Lui, c'est inné. Il doit écrire, mais quel que soit le sujet, quoi, quelque part. Absolument. Et j'ai lu une biographie d'ailleurs de Stephen King qui racontait qu'il travaillait par exemple pour le journal de son collège, de son université. Alors dès son plus jeune âge, il avait tendance à écrire, et pas toujours des romans, pas toujours des histoires, mais des articles de journaux et tout. C'est-à-dire que l'écriture, pour lui, c'est très, très, très important, c'est vital. Mais il y a un danger pour quelqu'un qui a un soleil en Vierge et en 3 d'entrer dans une écriture, comme on dit, pour payer les comptes. Entrer dans une écriture qui ne sert qu'à payer les factures à la fin du mois. Et là, il y a pourtant un élan artistique parce que c'est important de respecter le besoin de faire quelque chose qui est créatif. Si vous regardez la fameuse ligne de l'horizon que je vous parlais tout à l'heure, dans le cas de Stephen King, à l'écran, peut-être vous ne le verrez pas très, très bien parce que là, c'est extrêmement subtil. Elle est à la toute fin du signe du Cancer. On pourrait avoir l'impression qu'elle est dans le signe du Lion, mais en fait, elle est au dernier degré du signe du Cancer. Ça veut dire que l'ascendant de Stephen King, c'est un ascendant Cancer. Et le costume, parce que l'ascendant, c'est le costume que l'on porte et c'est notre manière d'interagir avec les gens, eh bien, l'ascendant Cancer, c'est un costume qui nous demande d'être en quelque part quelqu'un qui plonge à l'intérieur de notre monde à nous, de nos émotions et de nos ressentis et de nos souvenirs. Entre autres, le Cancer, il est associé aux souvenirs que l'on a, à l'enfance, aux racines. Et donc, quand on a un ascendant Cancer, on doit être capable de s'abreuver à ça pour être capable d'entrer en communication avec les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'œuvre de Stephen King, il y a très, très, très fréquemment l'enfance. Il y a très fréquemment de ses propres souvenirs. Stephen King, quelqu'un qui écrit énormément sur les lieux où il a grandi. Beaucoup de ses personnages sont des personnages qui viennent de gens qu'il a croisés au fil de sa vie, de son adolescence, de sa vie d'adulte. Et il y a un côté, effectivement, où il va chercher un matériel qui est extrêmement personnel à l'intérieur de ça. Et le Cancer est un signe qui est aussi imaginatif. Alors, on voit qu'il va aller mélanger le souvenir, l'enfance, les racines, les traditions, avec l'imaginaire. Et alors, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Parce que là, tu parlais du dernier degré du cancer. Est-ce que ça a une incidence, le degré justement sur lequel on est? Si par exemple, il avait été dans le premier degré du cancer, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Certaines branches de l'astrologie vont lui accorder une importance, mais pas moi. Je dirais que de façon générale, l'astrologie occidentale, de 2 choses l'une. Soit elle n'accorde pas d'importance au degré et que l'ascendant soit au début du cancer ou à la fin du cancer,
c'est un ascendant cancer de toute façon. C'est plutôt la voie que je vais utiliser. Mais ça se pourrait que vous tombiez sur des astrologues qui vous parlent de décan. Et quand on parle de décan, en fait, on parle de dizaines. Et on va faire une différence entre la première dizaine du cancer, la deuxième et la troisième dizaine du cancer, parce qu'il y a 30 degrés dans chacun des signes, alors évidemment 3 décans. Ce n'est pas une technique que moi j'utilise. Pour ma part, j'ai plutôt eu tendance à remarquer que quelqu'un qui était ascendant cancer, peu importe que ce soit le degré numéro 1 ou le degré numéro 29, la personne avait tout simplement les caractéristiques de l'ascendant cancer. D'accord. OK. L'autre chose que je voulais vous montrer dans le cas de Stephen King, c'est que sa lune est en Sagittaire et la lune, on le disait tout à l'heure, ce sont nos besoins intérieurs les plus importants, ce sont nos émotions. Et le signe du Sagittaire, il est associé à l'exotisme, il est associé au besoin d'aller voyager dans des contrées absolument fabuleuses. Et évidemment, si on a notre soleil en Sagittaire, souvent on va avoir envie carrément physiquement de voyager dans des contrées fabuleuses et exotiques. Mais lorsque c'est la Lune qui représente les émotions et l'imaginaire, et les besoins intérieurs, ben on pourrait dire que le voyage, maintenant, il se fait vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est une confirmation de plus que Stephen King est vraiment un romancier avec une imagination débordante et avec des idées parfois presque folles, parce qu'il va chercher des choses très exotiques et très différentes et très surprenantes. Et j'attire votre attention aussi sur un autre point qui va beaucoup expliquer le type de roman que Stephen King va écrire, c'est que chacune des maisons, les 12 maisons que l'on a dans un thème, chacune de ces maisons-là débute dans un signe. Et là où la maison débute, on pourrait dire en quelque part que c'est là où elle s'abreuve. Et la maison 5, c'est la maison de la créativité. Donc, du coup, Stephen King a sa lune en Sagittaire et en maison 5. On a donc des besoins créatifs très, très grands, mais des besoins créatifs un peu exotiques et étranges et surprenants. Sauf que si je regarde le début de la maison 5, on va voir que le début de la maison 5 de la créativité, elle n'est pas dans le signe du Sagittaire, mais elle débute dans le signe qui le précède, c'est-à-dire le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, si vous ouvrez un livre d'astrologie, on va vous parler de monstres, on va vous parler d'horreur, on va vous parler de violence, on va vous parler d'idées un peu tordues. Et vous avez la maison 5, la maison de la créativité de Stephen King, qui s'abreuve à quelque chose de tordu, d'horrifiant, de violent, et de monstrueux. Et évidemment, quiconque a lu Stephen King sait très bien que soit il y a des monstres très, très littérales, ou sinon ce sont des monstres métaphoriques, mais il y a toujours quelque chose d'assez tordu, d'assez angoissant et d'assez horrifiant chez Stephen King. Je crois qu'il est appelé le maître de l'horreur ou quelque chose du genre. C'est ça. Ouais. Le Scorpion, il nous a bien cassé les pieds d'ailleurs. Ah oui? À tout le moins, il nous a fait peur. Ouais, mais ouais, donc oui, bah effectivement, donc du coup, c'est vrai que, donc en fait, non seulement donc on prend le soleil pour savoir en fait ce qu'il a besoin en fait d'exprimer, de faire dans sa vie, on voit l'ascendant pour voir quelle image il va donner quelque part, qu'est-ce qu'il va montrer aux autres. Et la lune aussi qui va refléter en fait ses pensées intimes, donc ce qui va finalement exprimer ce qui vient de l'intérieur. Mais en fait, à chaque fois, on pourrait aussi regarder si ça vient pas à la maison, elle vient pas du signe d'avant ou quoi que ce soit. Absolument. Tu as fait un excellent résumé du soleil, de la lune et de l'ascendant. Et il est tout à fait vrai qu'après, il y a mille et une choses en astrologie parce que oui, on peut faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire ajouter la maison, là où la maison débute, qui va quand même nous expliquer quelque chose d'important et d'intéressant. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que je voulais donner une introduction, mais c'est certain qu'on pourrait aussi ajouter les autres planètes dans le thème de Stephen King. Et là, par exemple, alors, cas concret, là, tout de suite, parce que je vois, il est en maison 3. Mais admettons qu'il aurait été en Vierge, mais en maison 2. La maison de la 2, elle commence dans le signe qui est avant, donc Lion. Donc, est-ce que ça lui aurait amené autre chose, du coup? C'est certain que le lion reste un signe de créativité, donc je pense qu'on aurait pu rester quand même dans une zone créative, mais par contre, la maison 2, comparativement à la maison 3, si on parle d'objets, la maison 3 va correspondre, comme je le disais, à l'écriture, au papier sur lequel on a couché quelque chose, et la maison 2 représente plus souvent, en termes de créativité, représente des biens matériels.
C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un est créatif en maison 3, il va surtout être créatif au niveau de son écriture et de sa communication, alors que si quelqu'un est créatif dans sa maison 2, il va être plus souvent créatif au travers, par exemple, de la sculpture, d'un objet qui est créé et qui est palpable et qui est physique et qui a été fait au travers des sens, avec les mains, avec le côté tactile et le toucher. OK. Alors, peut-être on aurait pu trouver un sculpteur de génie qui aurait pensé, par exemple, ses angoisses et ses monstres et tout, mais au travers de la sculpture, au travers de la poterie, au travers d'un objet peut-être un peu plus matériel que l'écriture qui reste virtuelle. C'est certain que l'écriture, lorsque le processus est terminé, elle est quand même matérielle parce qu'on a un bouquin, on a un livre entre les mains, mais le processus quand même de l'écriture, c'est un processus qui est plutôt virtuel. Oui, je pense que si on regarde la carte du ciel de Michel-Ange, par exemple, qui a… non, Léonard de Vinci, plutôt, celui qui a à la fois écrit, sculpté, dessiné, machin, ça doit être un petit peu le bordel dans sa carte. Ben, voilà un exemple probablement où la carte ne sera pas unidirectionnelle et où la carte va montrer plutôt une capacité à la diversité et un attrait aussi et un intérêt pour plusieurs choses qui sont parfois contradictoires et différentes. Et tant mieux, c'est ça la vie, c'est la beauté de la vie, c'est que quand on parle avec des gens, les gens ne sont pas tous semblables. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un autre exemple à nous proposer pour… Oui, rapidement, je vais vous montrer comment on peut évoluer. On a vu deux écrivains. On va rester avec quelqu'un dont l'écriture est importante, mais au travers de la chanson, j'ai la carte ici de Jim Morrison, le chanteur des Doors. Alors, pour ceux peut-être qui n'auraient pas, mais je serais quand même un peu étonné que quelqu'un n'aurait jamais entendu parler de Jim Morrison, would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Enfin, c'est un chanteur qui a écrit des chansons et qui a habité une époque aux États-Unis où il y avait toute cette culture de la drogue et de la libération absolue de la conscience. Alors, la drogue était utilisée pour ouvrir les portes et même le nom du groupe de Doors, ce sont les portes et c'était l'idée de l'ouverture des portes de la conscience. Et on va voir avec Jim Morrison qu'on va retrouver le signe du Sagittaire qui habitait Stephen King. Et je disais que le Sagittaire a besoin de voyager et d'atteindre des pays et des lieux qui sont complètement nouveaux. Alors, vous avez chez Jim Morrison le soleil ici qui est en Sagittaire. Alors, on voit que lui-même va avoir besoin de voyager. Lui-même va avoir besoin de trouver de nouvelles zones et de nouveaux territoires à explorer. Et ça se passe dans sa maison 10, la maison de la carrière. Alors ça, c'est souvent un symbole de quelqu'un qui sera amené à voyager pour son travail. Et dans le cas, évidemment, d'un chanteur populaire, c'est très, très logique parce que le simple fait d'avoir à se déplacer de ville en ville et de pays en pays pour donner les spectacles l'amène à voyager. Mais ce que je voulais vous montrer, que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on cumule l'ascendant poisson de Jim Morrison avec cette idée d'avoir envie d'explorer de nouvelles sphères et de nouvelles zones et de nouveaux pays. Parce que du coup, un soleil en Sagittaire, on pourrait dire, ben, c'est un globe-trotteur, c'est quelqu'un qui voyage et qui découvre des cultures différentes. Mais l'ascendant poisson, le poisson, c'est le signe de la transcendance, c'est le signe de la méditation, c'est le signe des états de conscience modifiés. Alors, c'est intéressant parce que quand on cumule les deux, on se dit, tiens, Jim Morrison a un attrait pour la découverte de zones étrangères et nouvelles, mais peut-être pas juste sur un plan physique, peut-être carrément sur un plan spirituel et sur un plan psychique avec l'ascendant poisson. Et c'est là où c'est quand même amusant de voir qu'il a appelé son groupe les portes pour ouvrir les portes de la conscience et qu'il avait tendance à consommer des drogues hallucinatoires pour être capable d'atteindre des états de conscience qui étaient différents de celui, disons, de l'éveil normal de tout un chacun. Alors, on est encore une fois dans
dans un mélange qui nous amène à non seulement voyager, mais à voyager dans des zones de la conscience. Et puisqu'il écrivait, ce n'était pas que lui qui écrivait les paroles de ses chansons, mais il en a quand même écrit beaucoup, et Jim Morrison a aussi publié de la poésie, ben, on n'est pas étonné de retrouver la Lune dans la maison 3, encore une fois, la maison de l'écriture qui est ici sollicitée, parce que si quelqu'un vit de l'écriture ou si quelqu'un, l'écriture est quelque chose d'important pour lui, eh bien, la maison 3 va souvent se retrouver dans sa carte du ciel, et on le voit ici au travers de la Lune. Et du coup, lui, c'est son taureau qui est en maison 3, si je vois bien. Oui, exactement. Et le taureau est associé aux 5 sens. C'est un signe qu'on dit qui est très physique et même très sexuel. Et c'est intéressant de voir que si on lit les paroles des chansons des Doors ou si on lit les poèmes de Jim Morrison, il va y avoir énormément de références à la sexualité, il va y avoir énormément de références au corps, il va y avoir énormément de références à tout ce qui vient toucher un des 5 sens au travers de l'audition, de la vue, de l'odorat, du toucher, etc. Alors, on a quelqu'un qui était très kinesthésique dans son écriture et on le reconnaît bien ici au travers d'une lune qui est à la fois en taureau dans un signe qui est très concret et très matériel, mais dans une maison qui est très virtuelle de l'écriture, celle de la maison 3. Ouais, mais ici, ouais, ça fait un peu une carte d'identité de la personne, en fait, hein, de savoir qui elle est et de comprendre. Bon, là, on voit avec le recul les personnes qui elles sont, mais si on le fait, comme tu le dis, en coaching, ça nous permet justement d'aller dans la bonne direction quelque part. Oui, parce que ça donne aussi un avertissement. Et ici, avec Jim Morrison, j'avais choisi cette carte-là à la fois pour montrer l'aspect descriptif, comme on vient de voir, aussi, comme dans le cas de Stephen King et d'Agatha Christie, c'est certain que le conseil à un jeune Jim Morrison, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de faire confiance à sa poésie, c'est de faire confiance à son imaginaire et c'est d'essayer d'atteindre des états de conscience différents puisque ça fait partie de lui. Mais en même temps, chaque carte du ciel nous montre comment les choses peuvent dérailler, comment les choses peuvent déraper. Parce qu'une carte du ciel peut être en quelque part refusée. Quelqu'un pourrait ne pas suivre sa carte du ciel. Agatha Christie aurait pu ne pas écrire de roman policier. Par contre, quelqu'un qui refuse sa carte du ciel refuse en quelque part sa mission de vie. La carte du ciel peut être vécue adéquatement, mais la carte du ciel pourrait aussi, dans un autre angle, être vécue trop fortement ou être vécue négativement. Et c'est certain que dans le cas de Jim Morrison, on est sur une mince ligne entre est-ce qu'il a réussi sa mission de vie ou est-ce qu'il a été trop loin? Parce qu'en quelque part, ce Sagittaire-là qui veut toujours aller plus loin et cet ascendant Poisson-là qui veut toujours franchir une barrière de plus dans la conscience. Est-ce que ça fait en sorte, par exemple, que Jim Morrison buvait trop d'alcool et consommait trop de drogue et que peut-être que ça a peut-être même amené sa mort? On ne sait pas encore aujourd'hui. Jim Morrison, la mort est un peu mystérieuse, là, cette histoire, mais c'est certain que tous les médecins quand même s'accordent à dire que le fait d'avoir fait une crise cardiaque à 27 ou 28 ans a grandement été amené par une consommation excessive de drogue. Alors peut-être que Jim Morrison a poussé sa carte un peu trop loin. Et ça, c'est un conseil qu'on va donner en coaching, c'est-à-dire qu'avec Jim Morrison en consultation, on va lui expliquer ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire, mais on va aussi lui dire que il a des symboles dans sa carte du ciel qui peuvent faire en sorte que la fête devienne trop importante, qui peuvent faire en sorte que la consommation devienne trop importante et qu'en quelque part, il faut savoir établir à certains moments des limites. Et là, est-ce que Jim Morrison a réussi ou non? Je laisse les gens juger en fonction de ce qu'ils connaissent de Jim Morrison, mais on peut quand même se poser la question. Ouais. D'ailleurs, j'aurais envie de vous montrer une autre carte du ciel où est-ce qu'on pourrait se poser justement cette question-là. Est-ce que la personne va trop loin? Est-ce qu'elle pousse sa mission de vie trop loin? Et j'espère que je ne causerai pas de controverses excessives, mais j'ai la carte de Dieudonné. Et la carte de Dieudonné a son soleil en Verseau et en maison 10. Et le signe du Verseau est un signe provocateur. C'est un signe de quelqu'un qui entre dans la marginalité
et qui provoque les gens. Et la maison 10, c'est la maison de la carrière. Alors, lorsque vous avez quelqu'un dont le soleil est en Verseau et en maison 10, vous avez quelqu'un qui est né pour être un provocateur et qui est né pour être un marginal dans sa carrière. Mais on dit à quelqu'un qui vient nous voir en Verseau, avec un soleil en Verseau et en maison 10, vous êtes né pour être un provocateur, vous êtes né pour avoir une carrière dans la marginalité, mais vous devez faire très attention de ne pas aller trop loin. Parce que si vous allez trop loin, vous allez finir par tomber dans le côté criminel du Verseau, c'est-à-dire qu'on dit que le Verseau peut devenir à un certain moment presque dans la criminalité. Et encore une fois, mon but ici, ce n'est pas de juger ni de dire qui a tort et qui a raison dans ça. Je laisse les gens se faire leur propre idée, mais on peut certainement se poser la question à savoir à partir de quel moment Dieudonné passe d'un côté simplement provocateur dans sa carrière à un côté d'aller trop loin. Et puis c'est marrant parce que moi je regarde, je t'écoute depuis tout à l'heure, donc je retiens au fur et à mesure que tu expliques, comme quoi je suis une bonne élève, mais je remarque qu'il a sa lune dans la maison du Scorpion. Et on a dit le Scorpion, des fois, il peut être aussi assez. On avait parlé justement par rapport à Stephen King, des monstres. Exact. Assez violent, etc. Et le Scorpion, c'est quand même la transformation, c'est laisser mourir des choses. Enfin, c'est dur le Scorpion, dans son côté, on va dire, excessif. Donc, c'est assez intéressant de voir que sa lune à lui, en plus, est dans ce côté destructeur, quelque part, et qu'en plus, dans son soleil, c'est le provocateur. Donc, est-ce que parfois, il ne serait pas tenté, en tout cas, est-ce que la limite entre provoquer pour peut-être faire bouger des situations ou provoquer, mais quitte à se détruire lui-même, est-ce que la frontière n'est pas très, très mince, en fait? Absolument, c'est ce que je crois. Je crois que la frontière, elle est très, très mince et tu as tout à fait raison qu'une lune en Scorpion montre quelqu'un qui est habité par un monde intérieur qui est très tortueux et qui est rempli d'émotions extrêmement fortes et souvent très négatives. Et là, il y a cette idée que ça se passe dans la maison 6, qui est une maison qui est associée au quotidien et souvent même le quotidien professionnel. Et encore une fois, on pourrait dire à Dieudonné en consultation, ben, vous avez ce besoin-là dans votre quotidien professionnel d'être capable de parler de ce qui vous choque, d'être capable de parler de ce qui vous trouble, d'être capable de parler de vos monstres et de vos angoisses et de vos peurs et de votre violence. Mais comme tu dis, la frontière est extrêmement mince entre ça et la destruction et l'autodestruction et le fait de devenir aussi violent. Là, du coup, sa lune qui est en maison 6, si je vois bien, elle prend sa source dans la Balance. Elle prend sa source dans la Balance. Alors, le quotidien professionnel de Dieudonné est quand même dans une créativité et dans une communication, parce que la Balance est un signe créatif, un signe esthétique et un signe qui est communicatif. Alors, ça correspond bien à ce qu'on voit là. Oui, il sait mettre en scène ses interventions, quoi. Ah oui, absolument. Oui, il y a un côté très, je veux dire, qu'on le veuille ou non, il y a un côté très, je ne sais pas si on peut dire esthétique, mais en fait, il y a le sens, effectivement, de la mise en scène chez Dieudonné. C'est clair, on le voit là. J'avais déjà fait une comparaison, je me souviens plus, c'était dans un article où j'avais écrit, parce que le soleil de Dieudonné qui est en Verseau, il a le même soleil que Michel Sardou. Et j'avais dit que Michel Sardou était quelqu'un qui avait bien réussi ce côté-là provocateur et d'être capable d'être en marge, mais sans aller trop loin, tout en étant capable de garder un côté populaire, tout en étant capable de savoir quand arrêter de choquer, quand s'exprimer, mais aussi quand arrêter de s'exprimer. Et je crois que du côté de Dieudonné, il y a un peu, et c'est probablement le reste de la carte du ciel, et entre autres sa lune en Scorpion qui fait ça, mais il y a beaucoup moins de retenue chez Dieudonné. Et évidemment, ici, je veux bien préciser une chose, je ne veux pas comparer Michel Sardou à Dieudonné, ce n'est pas l'idée, je ne veux pas dire qu'ils ont les mêmes idées politiques ou quoi que ce soit, mais on sait que Michel Sardou est un provocateur et qui a été souvent impliqué dans des provocations au fil de sa carrière. Alors, c'est pas l'idée de dire que les deux ont les mêmes idées, mais que les deux ont vécu une énergie semblable et que Michel Sardou a semblé être plus capable de contrôler et de maintenir sur des rails que Dieudonné, qui à un certain moment, qui a vraiment pris une direction extrêmement marginale. Oui. Ben oui. Et du coup, là, son taureau en ascendant, il lui apporte quoi à Dieudonné?
Ben, il a en quelque part le costume du taureau, et on le disait tout à l'heure, le taureau, c'est celui qui est tactile, c'est celui qui est présent physiquement, c'est celui même qui est un peu imposant, et on dit que c'est un signe qui va être aussi buté, qui va être obstiné. Alors, je pense que le costume du taureau, c'est le costume de la personne qui fait un mur, c'est le costume de la personne qui est un espèce de bloc, et que l'on doit prendre entier ou ne pas prendre du tout, et qui tentera peut-être d'imposer les choses, qui va être en quelque part assez fort et assez physique dans sa façon de revendiquer. Ben, c'est bien, ça parle bien. Oui, oui. Alors du coup, on va peut-être passer à, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ma petite carte à moi personnelle. Oui, oui, tout à fait, parce que là, on va découvrir quelque chose d'intéressant, parce que depuis tout à l'heure, on se parle de gens dont on connaît déjà l'œuvre et tout ce qu'il y en est, mais ça reflète un peu moins l'idée de la consultation, parce qu'en consultation, on va recevoir des gens qui sont en fait au début de leur vie et non pas à la fin de leur vie ou carrément déjà morts. Je veux dire, dans le cas d'une grande partie des gens qu'on a abordés depuis le début, ce sont des gens qui sont déjà décédés. Mais lorsqu'on reçoit quelqu'un et qu'on n'a pas nécessairement accès à la biographie ou qu'on n'a pas nécessairement accès à plein d'événements de vie, il faut être capable de décoder la carte sans avoir le référent, sans avoir l'œuvre pour la comparer. Alors, je trouvais ça intéressant de le montrer avec ta carte. Alors, la carte qu'on voit, tu as ton soleil qui est dans le signe de la balance, au 23e degré, pour être exact, pour ceux qui sont curieux mathématiquement parlant. Donc, le soleil qui est au 23e degré de la balance, il est dans la portion du ciel qu'on associe à la maison 7. Tu as ta lune qui est dans le signe du Capricorne, au 17e degré du Capricorne, et qui est dans la portion du ciel qu'on associe à la maison 10. Et finalement, tu as un ascendant qui est en Bélier, au 13e degré du Bélier. Et ça, ce sont les 3 morceaux les plus importants de ta carte du ciel. C'est ce qu'on appelle la triade. Et des fois, je dis à un étudiant ou à un client, je lui dis honnêtement, si tu peux arriver à vivre ta triade positivement, au fond, tu as réglé 80% des dossiers importants de ta vie. Alors, c'est quand même majeur à réussir. Et tout à l'heure, j'avais abordé la notion que dans ta carte du ciel, il y a des éléments qui sont contradictoires. Et les éléments qui sont contradictoires, c'est que le signe de la balance, qui est, on l'a dit, on l'a vu depuis le début, il y a un côté esthétique, il y a un côté créatif et un côté communicatif. Pourquoi? Parce que la balance, c'est un signe qui se préoccupe de la relation à l'autre, qui aime être en équipe ou qui aime discuter, qui aime interagir. Il y a vraiment l'importance d'avoir le feedback des autres qui sont autour, les commentaires des autres qui sont autour, et aussi des fois d'être capable d'aller chercher les forces d'une autre personne pour les allier à nos propres forces. Ça, c'est très fort et c'est renforcé par le fait que ça soit en maison 7. Et pour ceux qui avaient des connaissances en astrologie, vous savez peut-être justement que la maison 7, c'est la maison de la balance. Alors, chaque maison, on pourrait dire, est en affinité avec un signe auquel elle ressemble beaucoup. Et la maison 7, elle est en affinité avec la balance. Alors, toi, dans ton cas, c'est quand même assez particulier parce que la maison 7, elle s'abreuve à la balance, c'est-à-dire à son propre signe. Et ton soleil se trouve à la fois dans la balance et dans la maison 7. Alors, tout ce que j'ai parlé de l'aspect relationnel, feedback, être en équipe, cumuler les forces des gens, tout ça, c'est extrêmement fort. Une lune qui est en Capricorne. Et donc, tu as un besoin, on disait, la lune, c'est notre monde intérieur. Ce sont nos besoins les plus fondamentaux à l'intérieur de nous. Et le Capricorne est un signe qui a besoin de solitude. Le Capricorne est un signe qui a besoin d'être capable d'avoir un certain recul, un certain repli et d'être dans le silence quotidiennement pour pouvoir se ressourcer. Déjà, on vient de voir là une dissension. Le soleil en balance et en maison 7 va aimer s'entourer de gens. Et la lune en Capricorne va aimer se retrouver seule dans une espèce de retraite et de silence. Alors, ça veut dire que ce qui t'habite, c'est à la fois un besoin d'être entouré
et un besoin d'avoir du temps pour toi de qualité dans une certaine forme de solitude. Et du coup, il y a un conseil ici dans l'astrologie de coaching qui va être d'être capable d'avoir ce que j'appellerais des plages horaires. C'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a des plages horaires qui sont consacrées à l'aspect relationnel et à chaque jour, il y a des plages horaires qui sont consacrées au besoin de se retrouver seul dans le silence et de rester dans une espèce de calme qui nous permet de se ressourcer. Oui, je confirme. Et l'autre chose de la Lune en Capricorne, c'est que j'ai abordé surtout la Lune en Capricorne, mais j'ai pas beaucoup parlé de la maison 10, mais là, je veux en parler parce que au-delà du besoin de solitude, le Capricorne, c'est un signe qu'on associe à la chèvre des montagnes. Et la chèvre des montagnes, c'est un animal qui doit grimper pendant plusieurs jours, voire même des fois pendant plusieurs semaines, pour atteindre le sommet de la montagne et aller manger. Et à cause de ça, on dit que le Capricorne est un signe qui est ambitieux, que le Capricorne est un signe qui a besoin d'avoir des objectifs importants dans sa vie. Et la maison 10, c'est la maison, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, c'est la maison de la carrière. Quiconque a soit son soleil ou sa lune dans la maison 10 est quelqu'un pour qui la carrière va être un élément important pour définir la vie, pour définir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Et c'est certain qu'avoir une lune en Capricorne et en 10 veut dire que pour toi, mettre de l'emphase sur la carrière, et la carrière, elle peut être à différents endroits, au sens où des fois, la carrière, c'est le travail qu'on fait de 9h à 5h du lundi au vendredi, mais la carrière, c'est aussi la chaîne YouTube. La carrière, c'est aussi les projets personnels, c'est aussi la pratique du tarot, c'est aussi la pratique des arts divinatoires. Alors, il ne faut pas restreindre uniquement au métier que l'on pratique la semaine. Mais donc, tous les projets personnels, pour toi, la vie va se définir au travers de ça et tu vas avoir tendance à te dire, ben, pour que je considère avoir réussi ma vie, je vais devoir avoir réussi ma chaîne. Je vais devoir avoir réussi ma pratique du tarot, des arts divinatoires, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut y mettre du temps, il faut y mettre des efforts, il faut y mettre de la patience, parce que des fois, on va tomber sur des gens qui vont nous dire « Ah, mais c'est pas ça la vie, c'est les amis, la vie, c'est le plaisir, la vie, c'est les vacances. » Mais peut-être que pour eux, dans leur carte du ciel, c'est plutôt les amis, c'est plutôt les vacances, c'est plutôt le plaisir. Mais pour quelqu'un comme toi qui a une lune en maison 10, c'est pas vrai que la vie, c'est que les amis et les vacances et le plaisir. Au contraire, la vie, c'est en grande partie les réalisations personnelles que l'on va faire. Et habituellement, quelqu'un qui a une lune en 10 et en Capricorne, c'est quelqu'un qui va devoir toute sa vie se fixer des objectifs importants de réalisation personnelle et professionnelle et les maintenir. Et c'est là où est-ce que le soleil en balance et en maison 7 peut venir contribuer plutôt que d'être dans une dissension, comme on le voyait au départ. Il peut venir contribuer parce que lorsque le soleil est dans la balance et la 7 et que tu communiques avec des gens et que tu es inspiré par des gens autour de toi et que tu rencontres des gens autour de toi, ce sont souvent au travers de ces rencontres-là qu'émergent des idées et qu'émergent des projets. Après tout, la chaîne que tu as et l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est pas une réconciliation complète du soleil en balance et en 7 et de la lune en Capricorne et en 10? C'est un accomplissement pour toi qui est important. Et tu le fais en interviewant quelqu'un d'autre. Alors, la balance est contente parce qu'elle va chercher l'input d'une autre personne, elle va chercher les paroles d'une autre personne, mais en même temps, c'est ta chaîne, c'est ta réalisation, c'est ton montage, c'est ton émission à toi. Et à ce moment-là, la lune en Capricorne et en 10 aussi, il trouve son compte. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et dans ce sens-là aussi, je t'encouragerais à maintenir à l'intérieur, par exemple, de ta chaîne, je t'encouragerais à maintenir la formule des entrevues ou des partages. Parce que c'est important, la lune en Capricorne et en 10 a besoin que tu fasses aussi tes trucs uniquement à toi. C'est-à-dire que c'est important de mettre l'emphase sur les vidéos où tu es seul et où tu communiques seul à seul avec le spectateur. Mais par contre, de maintenir des collaborations
de temps en temps, de maintenir les collaborations vient aussi nourrir le soleil en balance et en 7 et son besoin d'avoir une interaction avec d'autres personnes et permet souvent par la suite de faire émerger une nouvelle idée que par la suite, tu vas pouvoir traiter seul dans une autre vidéo, par exemple. Et le bélier, alors, qu'est-ce qui vient ajouter dans cette petite tambouille-là? Je pense qu'il va venir supporter en grande partie tout ce qu'on a dit pour le Capricorne et la maison 10. Parce que l'ascendant bélier, c'est le costume du chevalier qui mène sa vie. Tambour battant, je dirais. Au sens où le bélier, c'est un signe qui est fonceur, c'est un signe qui est autonome, c'est un signe qui est indépendant. Au Québec, on utilise une expression que je crois que vous n'utilisez pas en France. Lorsque quelqu'un possède sa propre entreprise, on dit qu'il est un travailleur autonome. Et on dit un travailleur indépendant, nous. Ah, un travailleur indépendant. Alors, on revient au fond à la même chose, c'est juste le mot qui change. Puisque le bélier est indépendant et qu'on trouve ta lune en Capricorne et en 10, puis on pourrait dire qu'au niveau de la carrière, il y a un besoin de faire les choses par toi-même avec le Capricorne et tu portes le costume du travailleur indépendant avec l'ascendant bélier. Alors ça, je trouve que ça vient beaucoup supporter parce que ça te donne la force nécessaire pour confronter parfois les gens, mais aussi tout simplement pour solliciter, pour faire les efforts qui sont nécessaires pour réussir, pour percer. Parce que si le bélier, c'est le chevalier, ben, il est prêt à livrer combat de temps en temps et il est prêt à être toujours dans sa quête et dans son espoir et dans une progression constante. On fait d'ailleurs des fois un parallèle pour les gens qui connaissaient le tarot. On fait souvent un parallèle entre le bélier et la carte du chariot. Donc, cette carte qui va toujours de l'avant et qui est toujours en progression et qui est prête à livrer combat s'il le faut. Alors, je pense que ça vient supporter. Là où ça peut te nuire, entre guillemets, au sens où tu dois être prudente, c'est que il ne faut pas que le Capricorne et la maison 10 s'allient au bélier et font en sorte qu'on oublie complètement la balance et la maison 7. Le danger, c'est que ces deux éléments-là s'allient ensemble et qu'ils mettent de côté la balance et la 7. Et la balance et la 7, c'est quand même la relation à l'autre. Non seulement sur un plan professionnel, au sens de d'être en équipe avec des gens, mais aussi sur un plan très personnel, sur un plan très sentimental. Avoir un soleil en balance et en 7, ça veut dire que la réussite de la vie affective va être un élément important de ton existence. La réussite de ta vie amicale va être un élément important de ton existence. Et là, le danger, c'est que le Capricorne et le Bélier soient ensemble et ne pensent qu'à la carrière ou à tout le moins aux réalisations personnelles et mettent de côté le besoin d'être avec quelqu'un. Mettre de côté le besoin d'être heureux avec une personne, que ce soit amoureusement ou amicalement. Alors, c'est certain qu'il faut faire attention de toujours donner du temps et de ne pas négliger le besoin de la balance et de la 7, qui est un besoin relationnel quand même très, très fort dans cette carte-là. Et c'est là où je disais que ta carte est peut-être au point de départ un peu plus compliquée que celle d'Agatha Christie, parce que celle d'Agatha Christie lui disait « fais une seule chose ». Et si tu fais uniquement cette chose-là, tu seras heureuse. Dans ta carte du ciel, c'est comme si on disait, tu as deux choses à faire et elles sont parfois complètement différentes, mais c'est important de réussir les deux. Ça peut être un peu plus compliqué pour commencer parce qu'on doit, en quelque part, travailler sur deux fronts. Mais il faut pas oublier que, par contre, lorsqu'Agatha Christie avait des problématiques professionnelles, plus rien ne marchait dans sa vie. Tandis que dans ton cas à toi, s'il y a une problématique professionnelle et que tu réussis bien le soleil en balance et en 7, tu vas retrouver le plaisir et la joie de vivre dans l'aspect relationnel. Et si éventuellement l'aspect relationnel tire un peu de la patte à quelques problématiques, eh bien, il y a aussi la réussite professionnelle qui peut venir combler, qui peut venir compenser, et comme ça tout au long de ta vie. Alors, je pense pas qu'il faut le voir comme une faiblesse, mais plutôt comme une richesse, et se dire qu'on a la capacité d'aller dans deux directions différentes. La seule gaffe, c'est de n'en faire qu'une seule trop et de négliger l'autre. Oui, mais ça me parle bien parce que c'est vrai que quand, par exemple, j'étais beaucoup plus jeune, j'arrêtais pas de dire oui, moi, la carrière, je m'en fous, moi, ce qui compte, c'est la famille, c'est les amis, et puis tout ça, bon, bah, de toute façon, on travaille pour manger, quoi, mais à la limite, j'étais pas carriériste ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je me sentais pas bien.
Tu sais, j'étais pas, sans être malheureuse, mais j'avais toujours quelque chose qui me manquait. Et là, Oui, maintenant, j'ai ça. Donc, j'ai, on va dire, la chaîne où je m'investis ou quoi que ce soit. Et il y a des moments où je me suis trop investie, justement, parce que je me suis laissée emporter par tout ce que je faisais. Et puis, bah, du coup, j'avais plus le temps pour rien faire à côté et je me sentais pas bien. Et là, du coup, j'ai réussi à trouver, comme tu disais, un espèce d'emploi du temps où je m'accorde des moments pour travailler et des moments pour moi. Et là, tout va bien. Donc, c'est fou que ça ressorte. oui, ben, ça s'en revient en fait. Comment je dirais, tu exprimes dans tes mots l'énergie qu'on voit, que je vois sur ta carte du ciel. Et bravo, parce que moi, je dis toujours aux gens en consultation, ce n'est pas votre carte du ciel que je veux féliciter, c'est vous. La preuve, c'est qu'on a vu aujourd'hui des cartes du ciel où il y a des gens qui ont fait des gaffes, qui ne les ont pas gérées correctement et que ça les a menés dans des embarras, dans des problématiques. Alors, il faut toujours se souvenir que dans l'astrologie descriptive seulement, on a tendance à blâmer notre carte du ciel pour tout, c'est-à-dire autant le bon et le mauvais. Ah, je réussis parce que ma carte du ciel me permet de réussir. Ah, j'ai échoué parce que ma carte du ciel me fait échouer. Mais en vérité, c'est plutôt que notre carte du ciel nous permet à la fois la réussite et l'échec, et que ce sont plutôt nos décisions et notre prise en charge de notre carte du ciel qui fait qu'on va vers l'échec ou qu'on va vers la réussite. Et actuellement, ce que tu me dis, c'est que dans ta vie, tu as bien compris, tu as bien pris conscience de ta carte du ciel, même si tu n'en as peut-être pas pris conscience au travers vraiment de l'astrologie, mais tu en as pris conscience par toi-même et que tu l'as géré adéquatement. Et là, la carte du ciel te dit, ben, bravo, parce que c'est exactement la bonne façon de faire. Ouais, oui, bah oui, ouais, mais enfin, il me fallait du temps quand même pour y arriver à comprendre ce truc-là. J'aurais bien aimé qu'on me le dise à 20 ans tout de suite. Oui, mais je suis d'accord. Dis-moi, le partage d'écran, est-ce qu'il a cessé? Oui, là, c'est Oui, bon. parfait. Oui, ou non, ce que tu dis là, en fait, c'est très vrai, puis je pense que c'est le commentaire de la part de mes étudiants, je crois que c'est le commentaire le plus fréquent que j'ai eu. C'est-à-dire que les gens qui étudient l'astrologie, bien là, ils voient, ils le font pour leur carte du ciel, ils le font pour la carte du ciel de leurs proches et tout. Et le commentaire qui revient toujours, c'est si j'avais su ça à 20 ans, si j'avais su ça même à 15 ans, j'aurais pas pris les mêmes décisions dans ma vie, j'aurais pas pris le même cheminement. Et du coup, beaucoup de gens qui vont étudier l'astrologie, ben, vont pouvoir en faire bénéficier non seulement eux, peut-être à un âge plus avancé, mais vont se mettre soudainement à en faire profiter les neveux, les nièces, tous les gens en bas âge qui les entourent parce qu'ils ont compris l'immense aide que peut fournir l'astrologie pour la direction que l'on prend dans la vie et d'être heureux et d'avoir du succès. Et du coup, comme exercice pour essayer de s'entraîner justement, ne serait-ce qu'à travailler avec ce soleil, cette lune et cet ascendant et les maisons, on pourrait peut-être justement conseiller aux personnes justement de se baser sur des personnes célèbres pour apprendre justement les différents signes, les différentes maisons, etc. et le lien entre les deux. Oui, tout à fait, parce que comment je dirais, l'avantage de la personne célèbre, c'est que premièrement, souvent, elle a réussi quand même quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'elle a tout réussi dans sa vie, mais elle a au moins réussi une chose importante puisqu'elle est devenue célèbre. Et du coup, ça permet de voir qu'est-ce qu'elle a réussi dans sa carte du ciel pour devenir célèbre, comme ça. Et comme on connaît par la biographie, Wikipédia, etc., ben, on est quand même capable de faire la comparaison. Si je peux me permettre, je sais que la dernière fois, on en avait parlé, donc je crois pas que tu y vois d'objection, mais en tarot, sur ma chaîne YouTube, se trouve la totalité des vidéos nécessaires pour quelqu'un qui voudrait apprendre le tarot à ma façon, mais j'ai débuté la même chose en astrologie. Donc, ce n'est pas complété, mais au fil du temps, tout à fait gratuitement, je vais parler des définitions de l'ensemble des planètes, de l'ensemble des signes et de l'ensemble des 12 maisons qu'on a vues aujourd'hui. Alors, ma chaîne pourrait aussi être une ressource intéressante là, pour quelqu'un qui veut apprendre l'astrologie à la maison. Oui, mais justement, j'allais venir en disant que justement sur ta chaîne, parce que moi j'ai vu qu'il y avait des vidéos, j'ai pas eu le temps de les regarder, mais je vais m'y atteler dès que je peux. Oui, vous pouvez retrouver des vidéos de présentation des principales planètes pour l'instant. Alors de mémoire, je crois qu'on a eu Vénus, Pluton, Mercure, quelque chose comme ça. En fait, toutes les planètes sont faites, du Soleil jusqu'à Pluton.
Voilà, donc toutes les planètes sont faites, donc c'est merveilleux. Vous n'avez plus qu'à aller sur la chaîne de Sébastien pour aller voir les vidéos et avoir des explications. C'est le même principe en fait que sur les cartes et les vidéos en 5 minutes ou des choses assez concises en fait, mais assez claires. Pour commencer, de toute façon, c'est très bien. Après, il ne tient qu'à vous qu'à approfondir de toute façon. De toute façon, vous retrouvez l'adresse de la chaîne YouTube de Sébastien Michel en barre d'infos sous la vidéo. Là, il suffit de dérouler la petite barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de son site internet. En tout cas, je te remercie de ta nouvelle venue sur ma chaîne et de cet échange qui était quand même très instructif. Et puis, c'est quand même assez fou, hein, Agatha Christie et Stephen King notamment, de voir un peu comment ça a pu influencer justement ne serait-ce que leur écriture. Oui, le style n'est pas le même, même ce sont deux romanciers, mais le style n'est pas le même. Ah oui, c'est fou. Et je pense que si on allait au-delà, peut-être pour une prochaine émission, qui sait, mais on pourrait peut-être voir aussi avec d'autres planètes si on retrouve aussi peut-être des autres influences par rapport à ça. Ça pourrait être un rendez-vous très intéressant d'ajouter des planètes parce que, par exemple, on pourrait s'amuser à faire une courte rencontre sur Mercure où est-ce que Mercure montre la façon dont quelqu'un communique. Alors, on pourrait faire des comparatifs de la communication de différentes personnes connues. En astrologie, c'est extrêmement riche et il y a de quoi parler pendant des heures et des heures. C'est comme le tarot. Oui, tout à fait. En tout cas, je te remercie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions pour qu'on y réponde ou que Sébastien y réponde. Et puis, merci beaucoup à toi d'être venu. Ça m'a fait grand plaisir. Et puis, nous, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!